Vous avez déjà vu ces forêts tropicales pleines de créatures uniques. Ces petites îles isolées avec leur nature sauvage, ces réserves naturelles, bref, ces endroits qui ont besoin de protection, mais qui, encore et encore, voient débarquer des espèces dangereuses. Ce qui entraîne toujours une catastrophe. J'ai souvent évoqué de tels endroits car ces coins de paradis sont ceux qui souffrent le plus des espèces invasives. Mais on trouve aussi des nuisibles ailleurs, il faut agir partout et sans hésiter. Par exemple, en relâchant des milliers d'anguilles dans les eaux septentrionales glacées. Pourquoi? Je vais tout vous dire. Une tumeur cancéreuse. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. Commençons par quelques faits. Fait numéro 1, des écrevisses nuisibles et non indigènes vivent en Amérique. Vous n'en avez jamais entendu parler, mais elles existent. Fait numéro 2, ces écrevisses se répandent lentement dans les eaux douces des pays bordant la mer Baltique. La mer Baltique est tout proche et ce problème ne date pas d'hier. Mais ces dernières années, la situation est devenue critique. L'écrevisse signal est considérée comme la plus nuisible, même si 3 autres espèces ont récemment rejoint la liste, l'écrevisse américaine, l'écrevisse marbrée et l'écrevisse à pattes grêles. Mais actuellement, ces dernières causent peu de dégâts, donc concentrons-nous sur l'écrevisse signal. En Estonie, elle a été repérée pour la première fois en 2008, juste là, dans la rivière Mustjoki, dans le comté de Harju. Oui, c'est difficile à prononcer. 2 ans plus tard, l'écrevisse avait déjà été observée de l'autre côté du pays. On ignore comment elle est arrivée là parce que, eh bien, c'est une écrevisse. Elles sont pas très rapides. Peut-être que quelqu'un l'a relâchée par accident, mais ça n'a plus d'importance. Les choses n'ont fait qu'empirer année après année. En 2016, il y avait déjà 5 foyers en Estonie. En plus de l'écrevisse signal, d'autres espèces non indigènes ont commencé à apparaître. L'écrevisse marbrée par exemple, qui est populaire en tant qu'animal de compagnie. On peut pas vraiment la caresser bien sûr, et elle ne risque pas de rapporter un bâton, mais bon, elle a de l'allure pour une écrevisse. La première a été trouvée en Estonie en 2017 dans le canal de décharge de la centrale électrique de la Baltique. La même année, la première écrevisse américaine a été découverte à l'embouchure du fleuve Pärnu, et elles ont continué à se répandre sans relâche. Désormais, d'après les experts, on trouve des écrevisses non indigènes dans plus de 20 cours d'eau. Entre nous, c'est sacrément rapide pour des créatures qui n'ont pas vraiment de pattes. Il faut dire qu'elles n'en ont pas besoin car la plupart du temps elles sont relâchées illégalement par des humains. Sauf dans le fleuve Pärnu et à l'embouchure du fleuve Narva, là, les écrevisses sont peut-être arrivées dans de l'eau de ballast transportée par les navires. Mais ailleurs, des humains étaient impliqués et ils savaient ce qu'ils faisaient. Malheureusement, personne n'a jamais avoué. Des écrevisses se sont donc retrouvées en Estonie et à partir de là, eh bien, tout est allé de mal en pis comme d'habitude. Ces écrevisses ont fait ce que toutes les espèces non indigènes et nuisibles font partout sur notre planète, elles ont causé l'extinction des espèces locales. Enfin, pas exactement, mais le nombre d'écrevisses nobles a chuté. Au point que les naturalistes craignent maintenant sa disparition, et au fait, c'est la seule espèce d'écrevisse indigène en Estonie. En fait, l'écrevisse noble est l'espèce d'écrevisse d'eau douce la plus précieuse et la plus répandue d'Europe du Nord. En Estonie, on peut la trouver en nombre variable dans plus de 300 lacs, rivières, ruisseaux et réservoirs à travers les 15 comtés du pays. Mais même cette répartition ne la sauvera pas. Pendant longtemps, elle a souffert de la surpêche, sans parler des prédateurs, de la disparition de son habitat. Puis, les espèces non indigènes se sont jointes à la fête. L'écrevisse noble a maintenant presque disparu de nombreuses régions. Les chercheurs sont inquiets. Ils affirment que si les écrevisses non indigènes continuent à se répandre, et le fléau n'est pas prêt de s'arrêter, l'espèce locale disparaîtra pour toujours. Dans plusieurs cours d'eau, c'est déjà le cas, quant aux autres, ce n'est qu'une question de temps. C'est pas pour rien que j'appelle les écrevisses non indigènes un fléau. C'est pas que je ne les aime pas, mais elles se répandent vraiment comme une épidémie, et elles pourraient bien en causer une. Elles ressemblent aux écrevisses européennes indigènes qui vivent dans la région baltique, mais avec une grosse différence, les écrevisses signal, ainsi que les 3 autres espèces, transportent le bacille de la peste.
Avant aujourd'hui, j'ignorais que les écrevisses pouvaient être porteuses de la peste. Elles-mêmes n'en souffrent pas, mais elles transmettent la maladie et son taux de mortalité atteint presque 100% chez les espèces européennes. Et chaque année, comme je l'ai dit, le problème ne fait qu'empirer. La peste est déjà une affaire sérieuse et pour ne rien arranger, l'épidémie progresse chaque année. Bien sûr, on a essayé d'enrayer sa progression et plus d'une fois. Pour tout dire, les chercheurs de l'Université estonienne des sciences de la vie combattent les écrevisses invasives et leurs pathogènes depuis des années, mais en vain. Malgré l'utilisation de toutes sortes d'outils. Ils ont essayé d'utiliser du poison, mais les écrevisses signalent aiment l'eau fraîche et vive, et le poison était emporté par le courant. Frustrant. Ils ont aussi voulu empoisonner un plan d'eau plus calme, car l'Institut vétérinaire norvégien avait fait quelque chose de similaire, et les écrevisses infectées avaient disparu. Mais le conseil environnemental estonien ne les y a pas autorisés. Ses membres ont même dû les trouver un peu fous, parce que ça semblait assez dangereux. Enfin, si ça avait été approuvé, le poison n'aurait été utilisé que dans quelques étangs et éventuellement des ruisseaux où il ne serait pas resté. Une autre idée était d'attraper les écrevisses non indigènes. Si vous avez déjà attrapé des écrevisses ou vu des gens le faire, vous devez savoir qu'on utilise des pièges pour ça. Mais très vite, ils ont rencontré un problème. Si les écrevisses font moins de 6 cm, les pièges sont inefficaces. Les petites écrevisses restent donc libres, elles se reproduisent et réduisent tous les efforts à néant. Mais les chercheurs le savaient, c'est pourquoi ils ont essayé la pêche électrique. Elle se pratique avec un appareil qui étourdit les poissons à l'aide d'une faible décharge. Une sorte de canne à pêche électrifiée, mais il s'est avéré que cette canne à pêche électrifiée n'affectait que les poissons. Les écrevisses vivant au fond de l'eau sous les rochers, le choc électrique ne les atteignait pas. Là encore, c'était frustrant. Le pire, c'est que l'utilisation de tous ces pièges a causé un tas d'autres problèmes. Par exemple, beaucoup de loutres se sont noyées après s'être retrouvées prises dans des pièges à écrevisses illégaux. Certes, ça n'est pas arrivé en Estonie mais en Écosse, mais ça ne change rien. Ces pièges ne sont pas conçus pour épargner les autres animaux. Bref, les chercheurs ont fini par opter pour du piégeage intensif et des milliers d'écrevisses non indigènes ont été attrapées ainsi. La plupart ont été congelées puis éliminées par AS Virin, une entreprise de traitement des déchets agricoles. Certaines écrevisses ont servi pour des expériences à l'Université estonienne des sciences de la vie visant à étudier ce que mangent les anguilles. Mais même cette méthode, apparemment bonne, avait un inconvénient. Le piégeage gênait les études des chercheurs qui voulaient déterminer combien d'écrevisses vivaient dans certains plans d'eau. Or, compter les écrevisses capturées était inutile car il s'agissait surtout de gros mâles, tandis que les femelles, petites et prudentes, n'étaient pas comptabilisées. Il est temps de parler de ma méthode préférée, la lutte biologique. Oui, je sais qu'elle a toujours de fâcheuses conséquences, mais il est fascinant d'observer le comportement des espèces introduites. Alors, libérez le kraken, je veux dire, libérez les anguilles. Et oui, la tâche de chasser ces minuscules écrevisses dans leurs minuscules cachettes repose maintenant sur les épaules des anguilles, si elles ont des épaules bien sûr. Pour les plus grosses, on utilisera des pièges. Alors, qui est-elle, l'héroïne de cette vidéo? Voici l'anguille commune, la chasseuse d'écrevisses rêvée, car elle mange tout ce qui vit au fond de l'eau et au cours de millions d'années d'évolution, elle a appris à traquer ses proies à l'odeur. Mais les anguilles ont d'autres avantages. D'abord, c'est un animal local, ce qui veut dire qu'on n'a pas à redouter des problèmes tels que ceux causés par le crapaud buffle en Australie, où ce soi-disant assistant a fait empirer les choses. Ensuite, les chercheurs considèrent les anguilles comme une méthode efficace de lutte biologique. Elles vivent au fond de l'eau et leur forme est parfaite pour atteindre les écrevisses. De plus, les anguilles sont des créatures nocturnes, comme les écrevisses. Bref, elles font l'affaire. De plus, pour confirmer leur intuition, les chercheurs se sont appuyés sur d'autres études. En Italie, par exemple, on avait le même problème, pas à cause de l'écrevisse signal, mais de l'écrevisse de Louisiane, et on a utilisé des anguilles. Ça a très bien marché, la population d'écrevisses a chuté, et les anguilles ont bien mangé. Ça a rassuré les chercheurs estoniens, et ils ont décidé de procéder à leur propre expérience. Celle-ci a eu lieu dans le laboratoire d'aquaculture de l'Université estonienne des sciences de la vie. L'échelle était modeste, 6 cuves en plastique, chacune d'1 mètre cube, des filtres, des filets par-dessus et des caméras sous-marines. Et surplombant l'ensemble, une lumière LED bleue froide pour pouvoir filmer les anguilles 24 heures sur 24 sans les déranger.
La préparation a commencé en octobre 2023. Il a fallu définir précisément la température de l'eau et le taux d'oxygène. Les anguilles sont pointilleuses, très exigeantes. Puis on a procédé au prélèvement dans le lac Vörtsjarv. 21 anguilles à tête étroite et autant à tête large. Puis on les a observées, nourries et filmées jour et nuit, pour comprendre comment les espèces allaient se comporter côte à côte. On a laissé les anguilles s'acclimater pendant 2 mois, du 8 novembre 2023 au 16 janvier 2024. Ce n'est qu'après ça que les expériences ont démarré. La première a eu lieu le 17 janvier et la dernière le 21 mars. À ce moment-là, cependant, un drame avait déjà eu lieu. Les anguilles à tête large ont commencé à s'attaquer les unes aux autres et certaines sont mortes avant même le début de l'étape principale. Les expériences ont donc eu lieu avec une équipe plus petite que prévu, 4 anguilles par cuve, 12 au total. Avant ça, pendant que les anguilles s'habituaient à leur environnement, elles n'étaient pas surmenées et elles étaient nourries de larves de moustiques congelées, un repas facile pour les aider à s'adapter. Puis la partie excitante a commencé, on a fait entrer des écrevisses marbrées et signal. 6 expériences ont été menées, avec une écrevisse par anguille dans chaque cuve. Le premier essai était un simple test. On a utilisé les plus petites écrevisses marbrées et les observations ont duré 6 jours. Après ça, le processus s'est accéléré car les anguilles étaient plus confiantes. La durée des expériences suivantes a été étendue à 8 jours et la dernière s'est étalée sur 32 jours afin de voir si une observation de longue durée était nécessaire. Dans l'intervalle, l'alimentation était surveillée tous les jours, à l'œil nu et avec des caméras sous-marines. Il fallait compter combien d'écrevisses se trouvaient encore dans la cuve et filmer chaque attaque. Les écrevisses mortes étaient retirées et à la fin de chaque cycle, les survivantes étaient remplacées par un nouveau lot. Il y a eu 6 expériences au total, mais je ne vais pas vous ennuyer avec les chiffres car elles se sont toutes déroulées de la même façon, nourrissage, observation, prise de notes. L'important était de s'assurer que les anguilles étaient capables de manger des écrevisses avant de les envoyer nettoyer les eaux. Vous vous dites peut-être pourquoi c'est un problème de remplacer les écrevisses locales par des espèces non indigènes. Je veux dire, bien sûr, c'est des espèces différentes, mais ça reste des écrevisses. Il serait pas plus simple de laisser une espèce éliminer l'autre? La sélection naturelle et tout ça. Non, les écrevisses locales s'entendent à merveille avec les autres espèces indigènes, et quand elles vivent dans leurs propres eaux, tout le monde en bénéficie. Avec les écrevisses invasives, c'est une autre histoire. Les écrevisses signal se reproduisent vite et s'emparent de tout l'espace possible. Naturellement, ça affecte les autres espèces. Imaginez que vous êtes dans votre maison quand soudain, disons 5 personnes viennent emménager chez vous du jour au lendemain, puis 10, puis 15. Difficile de se réjouir que 3 personnes dorment dans votre salle de bain et que quelqu'un mange toute votre nourriture. En un mot, les écrevisses signal anéantissent non seulement tous les invertébrés qui vivent au fond de l'eau, mais aussi les plantes aquatiques. Or, les premiers servent évidemment de nourriture à d'autres animaux, et les secondes font partie du décor des poissons. Mais les écrevisses invasives chassent les poissons de leur cachette, les exposant aux prédateurs. Et les écrevisses elles-mêmes sont des prédateurs qui aiment grignoter les œufs de poissons, réduisant encore davantage leur population. Les écrevisses locales ne se comportent pas comme ça, car elles sont moins voraces et elles se reproduisent moins activement. En résumé, on ne peut pas échanger une espèce d'écrevisse contre une autre en espérant que la nature l'acceptera. L'arrivée d'une nouvelle espèce affecte absolument tout, rivières, lacs, ruisseaux et toujours pour le pire. Et comme les espèces non indigènes sont très différentes des espèces locales, on ne peut pas anticiper ces changements. Mais revenons aux études estoniennes. En nourrissant les anguilles avec des écrevisses, les chercheurs ont remarqué que les anguilles à tête large étaient plus fortes. Ce qui est un avantage quand il faut percer une carapace. Or les écrevisses, comme vous le savez, ont une carapace. Les chercheurs ont aussi réalisé que la forme de la tête d'une anguille dépendait de son régime alimentaire. C'est-à-dire, quand elles étaient nourries avec des petits granulés, les anguilles développaient une tête étroite et leur force de morsure était plus faible. Logique, pourquoi développer d'énormes mâchoires s'il n'y a rien à mordre? À la fin de l'expérience, les anguilles à tête large avaient mangé 83% des écrevisses et celles à tête étroite 33%. Conclusion, il fallait nourrir les anguilles avec de gros granulés dès leur plus jeune âge pour en faire des combattantes, des sauveuses des eaux.
Question: comment être sûr que ces anguilles aux mâchoires surdéveloppées ne vont pas dévorer les pauvres écrevisses nobles estoniennes, celles qui luttent déjà pour survivre? La réponse est simple, les chercheurs l'ont vérifié. Ils ont fait des expériences et découvert que les anguilles préféraient les écrevisses non indigènes aux écrevisses locales. Peut-être qu'elles sont folles de nourriture américaine, je ne sais pas. Ou peut-être qu'elles préfèrent simplement les proies plus petites, de moins de 70 mm. Celles qu'on ne peut pas attraper avec des pièges. Oui, c'est une heureuse coïncidence. Finalement, après toutes ces expériences, les anguilles ont été envoyées sur le terrain. Le réservoir de Robka et la carrière de Réau constituaient leur champ de bataille. Un total de 1200 anguilles y ont été relâchées. Elles devaient aider les gens à arrêter l'invasion d'écrevisses étrangères. Mais malheureusement, je ne peux pas vous dire si ça a marché, car les anguilles n'ont été relâchées qu'en 2024, tout récemment. Je n'ai pas trouvé de mise à jour, donc je pense qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions. Les chercheurs doivent être en pleine observation, et je vais moi aussi garder un œil sur tout ça. Peut-être que dans quelques mois, il y aura davantage d'infos. Maintenant, éloignons-nous un peu de l'Estonie et regardons l'Europe dans son ensemble, car le problème des écrevisses concerne de nombreux pays. Tout a commencé en 1860. C'est alors que les gens ont remarqué que les écrevisses nobles, que l'on trouvait partout en Europe, mouraient en grand nombre. La raison était simple, une moisissure causait la peste, et la peste causait la mort. Une courte chaîne, mais aux conséquences tragiques. 100 ans plus tard, en 1960, la maladie avait anéanti les écrevisses nobles et on a cherché à compenser cette perte. Pas par amour de la nature, mais parce que beaucoup de gens pêchaient et mangeaient des écrevisses et que personne ne voulait y renoncer. Pour remplacer l'écrevisse noble, on a choisi l'écrevisse signale, car on pensait qu'elle ne souffrait pas de la peste. On ignorait qu'elle la propageait. Des écrevisses non indigènes ont été relâchées dans les rivières et les lacs de nombreux pays, dont la Finlande, la Suède, l'Autriche et l'Espagne, malgré les avertissements des chercheurs que personne n'a écoutés. Il fallait compenser les pertes du commerce d'écrevisses. Quant aux conséquences écologiques, qui s'en souciait dans les années 60? Beaucoup de gens ne s'en soucient toujours pas. Quoi qu'il en soit, des écrevisses signales ont été relâchées officiellement et officieusement. On peut voir les résultats aujourd'hui et ils sont déprimants. L'écrevisse signale est la pire espèce d'écrevisse invasive au monde. En élever, c'est avéré une mauvaise idée. Les écrevisses ont été plus malignes que nous, elles se sont échappées et elles ont éliminé leurs pauvres cousines européennes, dont la vie n'était déjà pas simple. Elles n'avaient pas besoin de cette pression supplémentaire. Pour finir, l'écrevisse signale se trouve aujourd'hui dans 28 pays européens. Mais pourquoi se répand-elle si vite et survit-elle si facilement? Je veux dire, les conditions en Europe et en Amérique du Nord sont très différentes. Eh bien, c'est l'histoire habituelle, ces écrevisses ont évolué dans des conditions difficiles et l'environnement européen moins rude leur a fait l'effet d'une station balnéaire. C'est vrai pour les écrevisses signales, mais aussi pour les écrevisses de Louisiane que j'ai déjà mentionnées. Ces dernières en particulier peuvent supporter un niveau élevé de pollution de l'eau. Là où les écrevisses nobles meurent rapidement, ces combattantes ne renoncent pas. Elles persévèrent et se reproduisent, se répandant de plus en plus. Et ce faisant, elles dévorent tout, privant les espèces indigènes de ressources. Naturellement, ça affecte tout l'écosystème. Par exemple, les écrevisses invasives creusent de plus gros terriers, ce qui endommage les berges. Ça nuit à la vie aquatique et à quiconque aime marcher le long des rivières, car le sol s'effondre sous les pieds. Et qui dit berges instables dit graves inondations. Bref, il est évident que les écrevisses non indigènes sont un problème sérieux. L'Europe a fait beaucoup d'efforts et investi du temps et de l'argent pour les arrêter, mais les écrevisses continuent à faire des ravages. On a donc fini par relâcher des anguilles, pas seulement en Estonie dont on a beaucoup parlé. Dès 2010, des chercheurs ont remarqué qu'un lac écossais, le Loch Ken, abritait de moins en moins de poissons et de plus en plus d'espèces non indigènes. Oui, surtout des écrevisses, car actuellement c'est elles qui causent tous les problèmes. En fait, des écrevisses avaient été repérées dans le Loch Ken dès 2004 et déjà à l'époque les pêcheurs s'en plaignaient. Ces écrevisses ont été introduites en Angleterre et au Pays de Galles dans les années 90 avec de bonnes intentions comme partout ailleurs en Europe. Et comme partout ailleurs, ça s'est mal passé. En 2010, un programme de piégeage de 5 mois a été lancé qui a permis de détruire 700 000 écrevisses signales. Imaginez combien il y en avait au total.
Mais les naturalistes ne se sont pas arrêtés là et ils ont pensé aux anguilles, des prédateurs de jeunes écrevisses, et ils ont réfléchi à un moyen d'augmenter leurs effectifs. Aujourd'hui, le Loch Ken abrite plus d'écrevisses non indigènes que n'importe quel autre plan d'eau écossais. Les entreprises déplorent des pertes de revenus car il y a moins de poissons qu'avant et moins de pêcheurs de tourisme. Bref, les écrevisses frappent durement l'économie locale. Tous les espoirs reposent sur un grand prédateur naturel de jeunes écrevisses qui pourrait les arrêter. En bref, ce lac a besoin d'un héros. Bon, le problème c'est que les anguilles ne sont pas des animaux qu'on peut introduire en claquant des doigts et laisser se débrouiller seuls. Pendant des milliers d'années, on ne savait rien de leur mode de vie et personne n'en avait jamais vu s'accoupler dans la nature. On croyait autrefois que les 5 stades de la vie d'une anguille étaient 5 espèces différentes. Oui, c'est dire à quel point on en savait peu. Pas étonnant que les anguilles soient en train de disparaître. Elles se rendent dans la mer des Sargasses pour frayer, c'est aussi là que se trouve le triangle des Bermudes, puis leurs larves dérivent vers le nord à travers l'océan Atlantique. Jusqu'aux côtes et aux fleuves qui s'y jettent. En gros, partout. Depuis plusieurs dizaines d'années, le nombre d'anguilles baisse régulièrement. À un moment, des gens l'ont remarqué et ils ont décidé d'agir. Plusieurs projets ont été lancés. Par exemple, en 1997, l'entreprise Innovati Netwerk aux Pays-Bas a décidé d'élever des anguilles en captivité. Un projet audacieux, sachant qu'on ignorait comment les anguilles se reproduisaient. D'autres groupes ont imité l'entreprise néerlandaise et les tentatives ont fini par réussir. La première était l'œuvre de DTU Aqua, une division de l'Université technique du Danemark. Grâce à un mélange d'eau douce et d'eau salée et d'hormones, les chercheurs ont réussi à élever des anguilles en 2006 et à garder les larves en vie pendant 4 jours et demi. Les larves ont fini par mourir, mais à l'époque, c'était un énorme succès. En 2022, d'autres progrès avaient eu lieu et les larves survivaient jusqu'à 140 jours. Mais il ne s'agissait pas de tester la survie des larves, le but était de relâcher des anguilles dans la nature. Ainsi, en mars 2019, 1,2 million de jeunes anguilles capturées au large des côtes françaises ont été relâchées dans l'Elbe. Tout ça pour aider à restaurer les populations en Europe qui étaient à bout de souffle depuis les années 1980. Depuis plus de 40 ans, le nombre d'anguilles diminue constamment, le déclin atteint 90%. Non seulement à cause des centrales hydroélectriques qui les privent de leur territoire, des eaux polluées et des parasites, mais aussi parce qu'on les chasse. Les braconniers capturent des civelles en Europe pour les vendre en Asie. Il s'agit des jeunes anguilles transparentes de la taille d'un doigt. Ils en capturent des quantités énormes, c'est l'équivalent de la contrebande d'ivoire. C'est pourquoi ces civelles doivent être capturées et relâchées dans des eaux où les braconniers ne peuvent pas les atteindre. De tels lâchers sont fréquents. Plus fréquents que je ne le pensais avant de creuser la question. La même année, en 2019, DTU Aqua a relâché de jeunes anguilles dans les eaux intérieures du Danemark, mais c'était plus vraiment des anguilles sauvages. Elles avaient été élevées dans des fermes jusqu'à atteindre 2 à 5 grammes. Après examen par des vétérinaires, elles ont été relâchées dans 62 cours d'eau avec l'aide de pêcheurs amateurs et de propriétaires fonciers. Pour que vous compreniez bien, on parle de 1 625 000 anguilles relâchées dans 35 lacs et 27 rivières. 880 000 anguilles ont fini dans des lacs et 745 000 en eau vive pour un coût total de 400 000 €. Ça vous fait pas penser à un problème de maths? Bref. Et les écrevisses? Vous n'allez pas le croire, en Suisse on a décidé de construire un mur. Enfin, on a d'abord essayé d'autres moyens de détruire les écrevisses ou d'arrêter leur propagation. Mais toutes ces tentatives ont prouvé une chose, il faut construire des barrières, c'est le seul moyen de mettre fin à l'invasion. Seulement, c'est qu'une hypothèse, aucune étude scientifique n'a prouvé que c'était une idée viable. En général, les études se font en laboratoire et à court terme. La théorie est différente de la pratique et il n'y a eu presque aucune étude de long terme. Or, ces barrières placées dans les rivières bloquent non seulement les anguilles qui, comme vous l'avez compris, ont déjà d'autres problèmes, mais aussi d'autres espèces. À cause de ça, les pêcheurs sont inquiets. Si les poissons ne peuvent plus se déplacer, on ne pourra plus les attraper. Plus de poissons, plus d'argent. De plus, il n'existe aucune règle encadrant la construction de telles structures. Par conséquent, c'est un vrai bazar. Personne ne sait vraiment à quoi ces structures devraient ressembler ou ce qui constituerait la meilleure solution.
De 2013 à 2016, le Bureau suisse de sauvegarde des écrevisses a construit 8 barrières pour tester leur efficacité et déterminer quelles caractéristiques étaient les plus importantes. Puis, on a relâché des écrevisses invasives en aval et étudié leur déplacement. Ça en valait la peine, car on a ainsi découvert que certaines écrevisses passaient les barrières en rampant sur la terre ferme. Une écrevisse a aussi franchi une barrière quand le débit a baissé. Et on a même vu des écrevisses ninja qui utilisaient des algues pour résister au courant. Néanmoins, les chercheurs en ont conclu que bloquer les écrevisses avec une barrière était le moyen le plus fiable et le plus rentable d'arrêter leur propagation. Si on construit des barrières à l'avance, on n'aura pas à attraper les écrevisses plus tard, ce qui est logique. De plus, contrairement aux autres méthodes, ces barrières ne nuisent pas aux invertébrés. Mais elles ont un inconvénient, elles bloquent les poissons qui vivent au fond de l'eau ou qui nagent mal. Avant d'en construire une, il faut donc déterminer ce qui serait le pire, les murs ou les envahisseurs dont on veut protéger le plan d'eau. En Suisse, on prévoit de construire 30 barrières à travers le pays pour protéger les écrevisses locales des écrevisses signales. Espérons que ça fonctionne. En général, cependant, quand on veut éliminer une espèce non indigène, il vaut mieux combiner plusieurs méthodes. Le problème empire chaque année, c'est pourquoi il faut attraper des anguilles et restaurer leur population, mais aussi utiliser des barrières. Mais le plus important à mon sens, c'est de mettre à contribution les habitants, car beaucoup d'entre eux ne comprennent pas qu'on ne peut pas simplement remplacer une écrevisse par une autre. Croisons les doigts, peut-être qu'ils verront cette vidéo et qu'ils apprendront une chose ou deux. Vous me devez un like. A plus.